bonjour à tous. Suite à cette page de réclame, nous allons pouvoir commencer. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour nous écouter, enfin surtout pour écouter Mehdi parce que c'est lui qui a des choses plus intéressantes que moi à dire. On va tout d'abord faire une présentation rapide. Ensuite, effectivement, M. Sali fera un retour d'expérience de comment il a vécu son expérience avec nos solutions. Et après, il y aura un temps d'échange et de questions où je vous encourage d'être interactif. Alors, on va commencer par se présenter. Honneur à l'invité. Donc, Mehdi Sali, je suis un 2. Mehdi Sali, je suis ingénieur cyber au CHU de Bordeaux depuis à peu près 2 ans. On a monté la cellule cybersécurité et une des premières missions que j'ai vues, ça a été de changer le Bastion et de faire passer l'ensemble des éditeurs sur le nouveau Bastion. François Lancereau, je suis commercial chez Walix depuis 7 ans et je travaille sur l'ensemble des hôpitaux de France, dom-tom compris, sur le secteur public. Et j'ai souhaité que Manon soit avec nous, même si elle n'est pas sur la photo, parce qu'elle a participé à ce qu'on a fait avec Mehdi. Donc Manon Fournier, moi je suis Solution Engineer chez Walix et j'accompagne régulièrement Mehdi sur toutes les nouvelles problématiques qu'ils ont côté CHU de Bordeaux. Alors, première chose, qui sommes-nous? Alors, petite question interactive, on va commencer comme ça. Qui connaît Walix? Levez la main, s'il vous plaît. Bon, c'est déjà pas mal, j'aurais moins de choses à dire, c'est parfait. Pour faire quand même un petit récap, on est 260 personnes dans le monde, basées en France. On a à cœur de faire fonctionner des solutions souveraines pour se battre contre des géants américains notamment. On est présent sur à peu près l'ensemble des plaques mondiales. Et ce qui nous caractérise, c'est notre volonté de bien faire, avec d'un côté nos équipes techniques et aussi toute la partie support 100% français, qui accompagne donc, pour dans le cas présent, les hôpitaux. Walix, on est surtout connu pour le Bastion, mais aujourd'hui, je crois qu'on le voit juste après, on va bien au-delà de ça. On a toute la partie compte à privilège IT, pour lequel on est reconnu. On a aussi toute la partie, ce qu'on appelle chez nous OT, qui correspondra probablement beaucoup plus au biomédical et au smart building dans le milieu hospitalier. Et comme vous pouvez le voir, on a étoffé notre offre, partant simplement du Bastion, à la gestion des identités, la gestion des accès, la gestion des comptes et bientôt l'intégration de modules tels que l'IA pour pouvoir justement vous aider à détecter les comportements divers et variés et notamment malveillants. Alors, la volonté pour nous, ça va d'avoir un ensemble de solutions qui va vous permettre, le plus facilement du monde possible, de sécuriser, de contrôler, d'administrer vos accès. Dans les accès, on va notamment souvent penser à tout ce qui est la gestion des comptes à privilèges. Et la question aussi, c'est qu'est-ce qu'un compte à privilège pour vous? Finalement, on a tous plus ou moins la même définition, mais on a tous une définition aussi très personnelle. Et la question, c'est comment vous accompagner dans ce chemin qui parfois peut être un chemin de croix. Et qui, grâce à nos solutions, l'est beaucoup moins. Grosso modo, j'ai dit pas mal de choses déjà. Le but, de toute façon, encore une fois, ça va de proposer une multitude de solutions pour vous aider à gérer un ensemble de problématiques. Que ce soit la partie identification multifacteur, la gestion de vos accès à distance, ça ne marche pas, la gestion de vos mots de passe de cible et tout ce qui va être aussi la gestion et l'enregistrement des sessions, comprendre ce qui a été fait, par qui, et surtout ségréguer les droits, faire de la gestion du moindre privilège. J'en ai fini pour ma partie. Je pense que vous êtes surtout venu écouter ce que Mehdi a à dire. Et donc, je te passe la main. Merci François pour ce lancement de présentation. Donc le CHU de Bordeaux est évidemment sur la Gironde. CHU, c'est Centre Hospitalier Universitaire, donc on est un établissement support. On a plusieurs hôpitaux sur le GHT. Le Bastion Walix a été pour le moment uniquement déployé, à ma connaissance, sur le CHU de Bordeaux, mais il pourrait être déployé par ailleurs. On a un certain nombre, on est quand même un gros système d'information avec un certain nombre de spécificités. D'abord, on a un SI industriel, le SI biomédical, mais aussi le SI du bâtiment, qui est un autre SI industriel, avec une particularité spécifique, c'est que contrairement à la distrie, un médecin
pour soigner, il a besoin de son SI bureautique et de son SI industriel, ce qui veut dire que les deux sont interconnectés avec des besoins du coup de segmentation importants. La première difficulté est là. Chaque acte médical a son pendant en termes d'informatique, un logiciel spécifique, des objets connectés spécifiques. Donc on a quand même quelque chose comme 800 éditeurs différents qui se connectent sur notre SI tout au long de l'année. Et donc un gros enjeu avec des éditeurs qui sont de taille importante, des éditeurs qui sont de taille faible et qui ont un niveau de maturité cyber très différent les uns des autres. Pour nous, le risque éditeur, c'est notre risque numéro 1 sur la chaîne logistique. Ils ont des accès privilégiés puisqu'ils font la maintenance des équipements et des logiciels. Ils se connectent sur les serveurs avec des droits importants, en général administrateurs, on peut difficilement faire autrement. Et ils doivent se connecter pour les besoins de support, donc certains 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La question est, comment on sécurise ça? Donc je vous le disais tout à l'heure, ma première mission a été de prendre un bastion, je ne vous dirai pas qui l'a édité, qui était assez peu utilisé par les éditeurs parce qu'il y avait des problèmes d'usage. Ils se connectaient sur le bastion, mais ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, notamment des copier-coller. C'est bête, mais quand on fait du développement, quand on veut maintenir une application, pouvoir copier-coller un script, c'est quand même un élément très important. Et donc, on avait des dérogations à plus savoir qu'en faire. Du coup, le bastion était peu utilisé. On avait également des éditeurs qui refusaient de se connecter sur le bastion parce que c'était compliqué, qu'il fallait créer des identités, bref, qu'ils avaient beaucoup de difficultés sur cet élément-là. On a donc pris en compte ces éléments-là dans la migration. Je crois que je dévie un petit peu de ce qui est... Ne t'inquiète pas, là. je savais. Je crois qu'on a fini. Après, justement, il y a toute la partie réglementaire, parce que je sais que c'est aussi dans les hôpitaux, la réglementation est quelque chose d'extrêmement important. Et en plus, elle a tendance à aller en augmentant plutôt qu'en diminuant. Par rapport à toi, justement, dans les exigences, il y avait deux choses que j'ai notées. Il y a le domaine care. Alors nous, ce qui nous concerne directement, ça va être notamment le domaine 3, et la partie directive NIS. Oui. Alors, CARE, effectivement, c'est une aide financière, une aide incitative pour un certain nombre de choses. Je crois que dans le prochain volet, d'ailleurs, on a les accès bastions, on va pouvoir s'amuser un petit peu avec. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure sur ce qu'on prévoit de faire avec nos bastions. Et NIS 2, pour nous, il est surtout important parce qu'il intègre dans les contraintes de sécurité, justement, les éditeurs de logiciels médicaux. Est-ce que vous avez entendu parler du Cyber Resilient Act? Ça vous dit quelque chose? Alors, petite information, tout ce qui est marquage CE médical, donc tous les logiciels de santé, sont exclus du Cyber Resilient Act, explicitement. Donc en termes de sécurité, ce n'est pas facile. Par ailleurs, autre contrainte sur les éditeurs, en général, ils sont assez peu sur les secteurs. Donc ils ont un pouvoir. Là où vous avez, par exemple, une solution médicale pour traiter la rétine, vous allez avoir 2 éditeurs. Donc ils ont un pouvoir de nous imposer un certain nombre de choses qui est important. Et NIS 2 va être pour nous l'occasion de rebattre un petit peu les jeux, les cartes, et de leur demander d'être un peu plus attentifs à nos contraintes de sécurité, et notamment par rapport aux bastions. Alors là, justement, on arrive dans la partie constat. Bon, tu as déjà commencé, mais là, justement, tu as parlé de la partie initiale, ce que tu avais déjà, et le fait que tu aies redéfini ton projet. Alors, tu as commencé à l'évoquer, mais est-ce que tu peux développer un petit peu? Oui, je vais essayer de suivre le déroulé cette fois. Oui. Première chose, c'est que, évidemment, le fait que certains éditeurs ne passent pas par le bastion, ça nous obligeait à faire des connexions VPN. Or, vous le savez, une connexion VPN, c'est quand même... c'est pas suffisant aujourd'hui pour se protéger d'une attaque par l'extérieur. On ne sait pas ce qui s'y passe vraiment. C'est utilisable 24 heures sur 24. C'est quand même un accès dans le système d'information, contrairement à un bastion. Vous voyez pourquoi? Le bastion, d'abord, vous pouvez fermer les accès, puis surtout, vous avez une rupture de flux. Donc, vous n'êtes pas en contact direct avec les assets. Vous devez vous connecter sur une plateforme, vous vous connectez sur la plateforme, et c'est la plateforme qui a accès aux assets. Donc, il y a plein de choses qui deviennent possibles, notamment l'enregistrement des sessions pour vérifier la validité des connexions. On avait aussi des besoins du coup de sécurisation et de résilience, donc on a intégré notamment l'ensemble des logs dans notre SIEM et on a fait des détections sur les tentatives de brute force.
On a mis en place également la brique TrustLM. Je compte sur toi pour me donner le vrai nom, parce que TrustLM, c'est... Ah non, c'est Walix One IDAS. Merci. Qui permet du coup d'avoir un système de protection vraiment performant sur le sujet. On avait besoin aussi de simplicité, c'est-à-dire que notre précédente solution de Bastion, non seulement elle ne plaisait pas aux éditeurs, mais elle ne nous plaisait pas non plus à nous, parce qu'elle était difficile à administrer. Et Walix, en fait, c'est une fois qu'on a compris le concept, il y a quand même une clé d'entrée, il faut comprendre comment fonctionne le système du Bastion, mais une fois que c'est fait, c'est très propre pour créer les nouveaux assets, pour créer les nouveaux groupes, pour créer les utilisateurs, pour utiliser le Vault qui est à l'intérieur de Walix. C'est vraiment assez simple, en fait, d'usage, et ça, c'est appréciable. Je pense qu'on va enchaîner directement sur le pourquoi Walix, parce que tu as déjà commencé. Je crois même que tu peux... Ouais, la partie solution française, qu'on existe depuis 23 ans. Oui, ça a été un élément, effectivement, qui a été différenciateur, même si ce n'est pas forcément pour ça qu'on a pris. On a quand même regardé d'abord les fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question, est-ce que nous, on va être capable de l'administrer ? Et est-ce que les éditeurs vont pouvoir l'utiliser correctement pour ne pas nous dire non, on ne peut pas utiliser votre Bastion. Notre objectif, il était bien de faire passer l'ensemble des éditeurs sur le Bastion. Donc ça a été un vrai critère différenciant. Il y a vos certifications de sécurité. Il y a aussi d'autres éléments qui nous ont fait prendre votre solution. Notamment, on avait de bons retours sur votre support, ce qui s'est confirmé par la suite. Donc on a utilisé ça abondamment. Et puis la capacité en fait à pouvoir segmenter le SI avec différents groupes d'utilisateurs. Réduction de la surface d'exposition, c'est là-dessus que tu veux que j'intervienne, c'est TrustLM en fait. Oui, voilà. Quand on parlait tout à l'heure de Walix, ce qui est intéressant dans Walix, c'est que c'est un écosystème de sécurité. C'est un mot qui est un peu à la mode, mais on a quand même un vrai problème en cybersécurité, c'est que les outils se recouvrent. Et quand ils ne se recouvrent pas, ils ne se complètent pas toujours correctement. Et là, avec Walix, on a quand même la possibilité de mettre une plateforme en frontal sur Internet, Walix et IDAS. L'IDAS, c'est l'Access Manager. Donc TrustLM, mais qui permet du coup, qui est une plateforme qui est chez vous, qui est hébergée chez vous en mode SaaS, et qui fait que tant que vous n'avez pas passé l'authentification sur la plateforme en mode SaaS, vous ne pouvez pas vous connecter depuis l'extérieur sur le Bastion. Donc ça nous protège quand même assez bien, notamment des bots qui peuvent tourner ici ou là, qui vont détecter les applications web. On a ensuite, derrière cette solution, un serveur web qui va permettre aux gens de se connecter en HTML5, assez propre. Copier-coller fonctionne nickel, qui va, lui, protéger d'un certain nombre des choses. Évidemment, on a un certain nombre de mécanismes de sécurité entre les deux. Je vous dirai pas lesquels, mais évidemment, vous vous doutez bien qu'on a un certain nombre d'outils de sécurité entre les deux. Et enfin, vous avez les bastions, ceux qui vont vraiment se connecter aux machines qui sont derrière. Donc, quand vous voulez arriver sur un asset, depuis l'extérieur, il faut que vous arriviez à pirater TrustLM qui est chez eux, que vous arriviez à pirater nos serveurs de protection, que vous arriviez à pirater le serveur web, et ensuite que vous arriviez sur les serveurs de Bastion. Et enfin, vous arriverez aux machines. La seule solution là pour pouvoir passer l'ensemble de ces briques, c'est quoi ? C'est voler des identifiants. Et comme TrustLM dispose d'une double authentification, il faut aussi que vous bypassiez la double authentification. C'est toujours possible de bypasser ça, mais ça commence à devenir difficile. Ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps, on a un éditeur qui s'est fait voler à la fois des téléphones et des ordinateurs. Et donc, du coup, on a désactivé tous les accès assez facilement. On a juste supprimé l'autorisation et on a bloqué tous les accès. Mais ça nous offre quand même une sécurité qui est bien plus avancée qu'un tunnel VPN. Vous piratez le tunnel VPN, c'est bon. Vous avez accès à tout. Et là pour le coup, c'est en ça que c'est vraiment plus intéressant. On en vient justement à la partie traçabilité. Parce que le fait de se prémunir d'un certain nombre de choses, c'est bien. La question aussi, comme tu dis, c'est savoir ce qui s'est passé. Pouvoir faire ce retour d'expérience. Bon, attention, spoiler, les hôpitaux ne sont pas bien protégés contre les cyberattaques. Alors, c'est pas tout à fait juste, on s'améliore, mais c'est vrai que notre niveau de maturité est assez faible. Et donc, il y a une question qu'on est obligé de se poser tous les jours. On n'est pas les seuls, mais je pense que vous aussi, vous la posez, mais c'est, si on se fait attaquer, comment on récupère ? La première chose pour pouvoir récupérer, c'est savoir comment les gens sont passés. Vous ne savez pas comment les gens sont passés ? Comment vous restaurez votre SI ? Comment vous le remettez en mode de fonctionnement ? C'est beaucoup plus difficile. Risque numéro 1,
un des risques, pardon, pas le risque numéro 1, mais un des risques majeurs, c'est le risque éditeur. On doit donc pouvoir tracer tout ce qui a été fait. Walix, alors, comme la majorité des bastions, est capable d'enregistrer l'ensemble des actions qui sont réalisées. Vous pouvez avoir des vidéos sur les sessions qui ont été réalisées en RDP ou la liste des actions qui ont été réalisées en ligne de commande. Le gros avantage que vous avez là-dessus, par contre, c'est que, contrairement à d'autres bastions que j'ai pu voir, quand vous enregistrez une session RDP, vous faites un film. On est d'accord? Et bien en fait, chez Walix, c'est compressé. Il n'enregistre que les actions qui sont réalisées. 2 bonus. L'ensemble des vidéos sur un an chez nous, il tient sur 50 gigas. C'est rien. Le précédent bastion, il fallait 800 gigas pour 3 mois. La deuxième chose, c'est que le jour où vous devez revoir la vidéo, eh ben, vous voyez que les actions qui ont été réalisées. Donc ça va beaucoup plus vite. Si jamais il y a un pirate qui est resté pendant 15 minutes pour chercher quelque chose, eh ben, vous ne le voyez pas, ou même un éditeur pour vérifier ce qui a été fait, vous ne voyez pas ce qui s'est passé. Pendant 30 minutes, la souris n'a pas bougé, vous avez 30 minutes qui sont balayées. Donc pour le check, pour vérifier ce qui a été fait, c'est beaucoup plus beaucoup plus facile à gérer. Ça, c'est un très très gros avantage. Hein. Tu as un petit champ de recherche en plus pour que ça soit partie de SSH Linux qui permet d'aller voir, d'aller chercher dans les métadatas ce qui a été fait si tu cherches une action particulière, par exemple. Gestion avancée des accès, des connexions pour renforcer la supervision, j'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que pour toi, Walix est adapté aux environnements critiques? Évidemment, oui. C'est un outil de sécurité, déjà. Il ne faut pas sous-estimer les jumpbox. J'ai mis en place des jumpbox par le passé. Une jumpbox, quand vous la faites vous-même, c'est quand même pas complètement un environnement, un outil de sécurité. C'est pas quelque chose qui a été identifié vers des spécialistes pour les sécuriser. C'est moins évident. Et puis je sais qu'aussi vous réalisez régulièrement des pentests sur vos systèmes. Ouais. Donc c'est quand même une garantie de fiabilité qui est intéressante. Et on est quand même en train d'exposer des accès extérieurs, parfois même en SSH ou en RDP. Donc SSH, RDP, je jargonne beaucoup. Hein, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, je pense que je suis avec un public averti, mais si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire. Donc il faut quelque chose qui tienne la route en termes de sécurité. Par ailleurs, les systèmes de mise à jour sont assez carrés, c'est-à-dire qu'on met un CD, on peut faire la mise à jour, mais pour faire la mise à jour, il y a 3 élévations de privilèges à réaliser. Alors, c'est peut-être un peu fastidieux, mais ça veut dire que le jour où il y a un problème de sécurité, il faut que vous ayez piraté d'abord l'accès à la console, ensuite le premier outil d'élévation de privilèges, et ensuite le deuxième outil d'élévation de privilèges. Là aussi, ça commence à être un peu compliqué. Et puis, la gestion des autorisations est extrêmement fine. Un utilisateur peut avoir accès qu'à un seul asset avec un compte que vous déterminez à l'avance. Je crois que j'en parle un peu plus tard d'ailleurs, les comptes. Un compte que vous pouvez déterminer à l'avance. Donc, tout est configurable de ce point de vue-là. Et puis, vous pouvez aussi configurer même la façon dont vous allez vous connecter en RDP. Est-ce que vous allez activer NLA ou pas? Il vaut mieux, hein, quand même, il faut se le dire. NLA, c'est quand même un élément de sécurité du RDP, mais ça permet quand même d'avoir un certain nombre de choses, d'éléments de sécurité au niveau de la connexion et d'être sûr qu'on ne pourra pas intercepter la communication. On revient à ton déploiement projet. Allez. Alors, on a listé 4 étapes. Parce qu'effectivement... J'ai été trop bavard. Non, t'inquiète pas. Oui. Première phase, migration de l'ancien bastion vers le nouveau bastion. Ça a été... Alors, pour le coup, si vous avez la mise en place de votre premier bastion Walix à faire, mais même bastion en général, je vous invite à prendre un intégrateur pour le faire, parce que c'est pas trivial. Il y a des questions qui se posent qu'on ne voit pas forcément au moment de la mise en œuvre. Nous, on a été accompagnés, hein, très bien accompagnés d'ailleurs. Et ça va vous permettre aussi de regarder comment vous allez implémenter vos sessions. La première étape a été la migration 1 pour 1. On a pris les connexions de l'ancien bastion et on les a migrées sur le nouveau bastion. Et ensuite, on a poussé les éditeurs à passer de leur accès VPN à leur accès vers Walix. Ça s'est fait assez simplement, la migration, en fait. Parce que vous pouvez entrer les informations par lot.
tout ce qui est ressources, groupe de ressources, utilisateurs, vous pouvez les entrer par l'eau. Donc là, il faut regarder un peu comment ça se passe, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Donc cette phase-là s'est produite. La phase la plus difficile a été de prendre les accès VPN et de travailler avec, et de les faire passer sur le bastion. Et là, il y a eu 2 éléments essentiels pour garantir la réussite de cette partie-là. On est sur des accès extérieurs. Moi, je suis tech. J'ai pas de contact avec le métier. J'ai pas de contact avec les éditeurs. Ou assez peu. Ou les éditeurs de logiciels de sécurité, mais pas les logiciels métiers. Donc, il a fallu qu'on travaille en bonne intelligence avec les chefs de projet. Premier constat, les chefs de projet avaient du mal à trouver les contacts de certains éditeurs parce que ils ne pouvaient pas les contacter sur le support en direct, sur des choses comme ça, et que là, pour le coup, on avait quelque chose où on leur disait « c'est pas vous qui nous demandez de faire quelque chose, c'est nous qui vous demandons de faire quelque chose ». Ils ont vachement bien bossé et on a réussi à trouver un maximum de coordonnées. Deuxième constat, quand j'ai fait la migration, il y a des éditeurs qui ont eu des petits problèmes. La meilleure chose que j'ai faite, c'est d'envoyer un mail aux éditeurs qui avaient des problèmes pour leur dire « contactez-moi, on se fait une visio, on va regarder ce qui se passe ». Et là, ça a été la cata totale. C'est-à-dire qu'en visio, pour accompagner des éditeurs, pas tous, je tiens à le dire, ils ne sont pas tous comme ça, mais pour un certain nombre, j'ai vu, je vous assure, c'est la réalité, j'ai vu un fichier Word qui était ouvert sur le poste de travail. Dans le fichier Word, j'ai vu mes identifiants de connexion sur mes serveurs, mais j'ai vu aussi les identifiants de connexion d'autres clients. Et là, j'ai dit, plus jamais ils auront accès aux identifiants de nos serveurs. Je vais faire en sorte qu'ils ne récupèrent pas ces identifiants. Ça a été l'objet d'ailleurs de la phase 3, le durcissement du bastion. Donc, n'hésitez pas à le faire, vous allez apprendre pas mal de choses. Si vous faites ça avec des gens extérieurs, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du voyage. Et au final, en plus, ça m'a fait gagner du temps. Parce qu'entre 5 échanges par mail ou 5 minutes en visio, c'est assez facile de faire le choix. Vous allez être dissipé 4 fois d'affilée pour faire une migration, où vous allez regarder, vous allez pouvoir en une seule fois régler tous les problèmes, montrer comment fonctionne le bastion, et en plus, vous allez avoir de l'adhésion sur votre bastion. Ah, mais le copier-coller, facile. Comment je fais pour transférer un fichier? Facile. Voilà comment on fait. On leur a aussi fait un certain nombre de documentations qui leur permettaient de savoir comment renouveler leur mot de passe, comment soumettre une demande au support, de façon à ce qu'ils soient autonomes sur la gestion de leur environnement bastion. La phase de durcissement, elle s'est faite sur 2 choses. La première, je vous en ai un petit peu parlé, plus jamais ils n'auront les comptes sur notre SI. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, il y en a encore qui ont des comptes sur notre SI, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a fait des comptes individuels. Alors, certains ont des comptes un peu génériques, mais pas complètement génériques. Donc, on a un compte, par exemple, par département des grosses entreprises avec lesquelles on travaille, ça peut arriver. On accepte ça par dérogation. Mais derrière, le compte avec lequel ils se connectent est un compte qui s'appelle S0, donc il commence par S0. On sait obligatoirement que quand on voit un compte S0, c'est un compte bastion, déjà. Première chose, en termes de sécurité, ça nous permet de savoir exactement d'où vient la connexion. Et ils n'ont pas le mot de passe de ce compte S0. Donc ils savent avec quel compte ils se connectent, mais ils ne peuvent pas vendre le compte ou le mettre dans un fichier à plat et le montrer à quelqu'un d'autre. La seule chose qu'ils peuvent montrer, c'est leur propre compte. Le temps file vite. Oui. On va enchaîner. Deuxième élément de durcissement qui n'est pas terminé, on va faire en sorte qu'il y ait une validation des accès, c'est-à-dire que le métier ou les chefs de projet vont valider au moment où il y a une intervention que l'éditeur est bien légitime à intervenir. Ça va nous éviter de laisser ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je crois que la dernière phase, justement, c'est la partie déployer plusieurs bastions à différents fins. Oui. Alors ça, c'est rendu possible par votre nouveau produit. Hein. La console ? Oui, One Console. C'est-à-dire qu'on sait que... Il ne faut pas se le cacher. Administrer un bastion, c'est compliqué, ça demande du temps. Administrer plusieurs bastions, c'est encore plus compliqué, ça demande encore plus de temps. Et jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on sache que vous sortiez ça, on avait refusé de faire plusieurs bastions. Donc on avait des demandes qu'on n'arrivait pas à servir. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. On sait qu'en plus, on va pouvoir faire les mises à jour automatiquement à terme. On a déployé des bastions en fonction des usages. On a déployé un deuxième bastion, notamment pour les éditeurs, pour qu'ils puissent se connecter à travers soit un tunnel VPN, soit à travers une IP fixe qu'on va autoriser, soit par le biais du bastion général qu'on a déployé pour 90 ou 95% des éditeurs actuellement. Et on envisage aussi de mettre des bastions
d'administration, peut-être pour la recherche clinique, par exemple, où on a des besoins spécifiques, ou du SI industriel. Alors je propose qu'on montre justement un petit détail sur de l'architecture, même si c'est macro. Ah, c'est bien, c'est comme chez nous. C'était le but. Oui, je vous en parlais tout à l'heure. Donc en frontal, vous avez effectivement le poste de travail. C'est ce qui est tout à fait... Je suis dyslexique. C'est la gauche. C'est la gauche. À gauche, vous avez le poste de travail qui est évidemment derrière Internet, qui va se connecter sur le système d'information. Il va commencer par se connecter sur TrustLM, qui est chez vous. TrustLM, si l'authentification est correcte, avec le 2FA, il va ouvrir une connexion, autoriser une connexion sur le serveur web, Walix Access Manager, si je ne dis pas de bêtises. Et le serveur Walix Access Manager va ensuite transporter l'information jusqu'au serveur de Bastion, qui vont, eux, desservir les assets qui sont derrière. Donc, les bastions, c'est ce qu'il y a au milieu, c'est le petit carré avec du noir au milieu. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Voilà, c'est ça. Et ici, c'est les machines cibles. Est-ce que tu veux que je rentre dans le détail ? Bon. Comme je vous le disais tout à l'heure, ces ruptures de session rendent la solution vraiment robuste d'un point de vue sécurité. Un regard rapide justement sur les bénéfices, même si tu as déjà commencé à en parler. Presque tous les utilisateurs passent par le Bastion, mais les autres passeront un jour par le Bastion. Y a des gens de la santé ici ? Un éditeur qui commence par va et qui finit par en, ça vous dit quelque chose ? Eh bien maintenant il passe par le Bastion. Donc on a quelques éditeurs récalcitrants je peux vous dire que ça fait 2 ans qu'on se bat pour y arriver et c'est pas simple, mais on y arrive petit à petit et NIS 2 va nous aider. Donc il y a de l'espoir. La suppression du partage des comptes et la partie mot de passe. J'ai déjà dit. Tu l'as déjà dit, bon. Bon, en fait, on est un peu en retard, mais je vous ai déjà dit un certain nombre de choses. Compte S0, etc., etc. Après le contrat de traçabilité des actions. Alors, il y a quand même une chose qui est importante sur le premier pilier, c'est que à l'époque, au moment du premier Bastion, le Bastion, c'était pas forcément vu comme le seul moyen de connexion. Aujourd'hui, tout le monde considère que c'est un standard. C'est devenu un standard. Plus personne ne le remet en question, que ce soit le métier. J'entends même le métier dire aux éditeurs, vous allez bien passer par le Bastion. Ce qui est quand même un changement de posture intéressant. Le paradigme a complètement changé. Ouais. Oui. Perspective pour la suite. On a un souci sur la slide. C'est pas grave, on va improviser. De toute façon, c'est bon, bref. A cappella. Je dirais que mais ça encore, c'est One Console. Hein. Là, on se pose la question de savoir comment on va segmenter un certain nombre de choses en termes d'administration. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Recherche clinique, mais aussi l'administration système. Les nouvelles normes vont nous imposer d'avoir une meilleure sécurisation des accès d'administration interne, j'entends, hein, pour l'administration système. Le Bastion, c'est une solution plutôt élégante. Et le fait de pouvoir mettre en place un Bastion spécifique pour les administrateurs, c'est une garantie de sécurité. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas laisser les éditeurs qui vont se connecter et avoir des droits d'administration sur certaines machines, qui sont souvent en plus sur des systèmes un peu segmentés, sur le même endroit que les administrateurs systèmes qui vont avoir quand même des droits extrêmement étendus sur les systèmes d'information. Parce que même si c'est sécurisé, on n'est pas à l'abri d'un problème de configuration. Segmenté comme ça nous permet de nous prémunir de ça. On va s'arrêter là pour la partie présentation. On va prendre un petit temps pour les questions. Comme vous avez vu, on est des grands bavards. Donc de toute façon, vous pourrez nous voir sur le stand si jamais il y a d'autres choses que vous voulez développer. Mais là, on va prendre quelques questions. Ne soyez pas timides, s'il vous plaît. Je vous rappelle qu'il n'y a jamais de mauvaises questions. Il n'y a que des mauvaises réponses. Donc vous prenez aucun risque. Vous êtes tranquille. La première question, c'est toujours la plus dure. Allez, qui se lance ? Bonjour. En termes d'authentification sur le Bastion, vous faites de la fédération avec d'autres AD, style Azure ou des choses comme ça? Pas aujourd'hui. On reste... on est capable de faire de l'authentification sur 2 systèmes différents, mais qui sont chez nous aujourd'hui. Et on ne fait pas de fédération d'identité. En tout cas, pas au niveau du Bastion. Mais je crois savoir
que votre solution EIDAS est capable de la faire, par contre. Et le bastion aussi directement. Oui. Il y avait le monsieur derrière. Bonjour. Côté coût RH, concernant l'administration de ces bastions, vous avez une équipe plutôt, vous êtes confortable ou alors vous êtes vraiment en équipe réduite sur cet aspect-là? Et après, moi, c'était pareil, c'était au niveau authentification. Du coup, est-ce que vous avez un annuaire dédié pour la partie admin, un annuaire dédié pour les clients, pour les agents de l'hôpital, ou même sur la partie SAS, est-ce que c'est encore un annuaire différent, ou alors chez Walix, en fait, c'est quelque part, c'est connecté aussi à votre annuaire pour la partie authentification? Alors, je vais te laisser donner ton cas à toi déjà, si tu veux. Alors, je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails de segmentation de notre AD. On est mal segmenté. Mais on a quand même une certaine segmentation de ce côté-là. Pas aussi strict qu'on voudrait, mais et ce n'est pas un problème pour la connexion au bastion, pour le coup. C'est assez facile à faire. On peut même mettre plusieurs forêts. Il n'y a vraiment aucun problème de ce point de vue-là. J'ai oublié la première partie de la question. Oui. Alors on est dans un CHU, on est très très nombreux pour faire toute la cybersécurité, les projets, la sécurité dans les projets, la maintenance, la réponse. On est 4, dont un alternant. Et donc le bastion, c'est vrai que c'est assez chronophage, mais on tourne et on arrive à répondre aux besoins. Ah, juste, est-ce qu'il y a moyen que vous vous présentiez, savoir ce que vous faites, messieurs? Nous, on fait en sorte que les avions, ils volent comme il faut. On est de la DGAC. Ah ben je vois. Pas de souci. Et le monsieur d'avant? D'accord. Ah, on se connaît indirectement. J'ai déjà discuté avec des gens de chez vous. Vous êtes loin d'être les pires. Non, Philips, ils sont plutôt pas mal. On a choisi aussi de discuter et certains grands constructeurs biomédicaux effectivement sont venus toquer à notre porte pour qu'on puisse essayer de trouver une solution pour faire en sorte qu'ils s'interfacent plus facilement avec nos solutions pour que le tout fonctionne mieux avec les hôpitaux. Donc on essaie d'avoir justement cette démarche proactive pour faciliter l'ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il y a plus de timides? Ah. Bonjour, Nicolas du groupe Arica, donc je suis RSSI. On est aussi client chez Walix, donc on connaît pas mal. J'aurais une question plus particulièrement par rapport au SIEM. Avez-vous justement automatisé l'envoi des logs justement vers le SIEM et quelles sont éventuellement les différentes règles que vous aurez pu appliquer en termes de détection? Oui, on l'a automatisé. C'est assez facile. Enfin, il faut quand même se plonger un peu dans la signification des logs, parce que le problème du SIEM, c'est donner du sens au log. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et on a mis des règles de détection des attaques par brute force. On n'a pas mis grand-chose de plus. Mais c'est déjà ça, c'est-à-dire qu'on sait si jamais il y a une tentative de connexion qui arrive, qui est malveillante sur notre système d'information. Après, vous avez déjà certains SIEM qui ont des parseurs déjà prévus justement pour vous simplifier la vie. Et puis je voulais rajouter qu'on a acquis fin d'année dernière une entreprise qui fait de l'IA, et comme j'ai un peu dit tout à l'heure, et le but était justement on pense fin d'année, début d'année prochaine, de pouvoir détecter les actions qui potentiellement pourraient être malveillantes pour les humains comme pour les machines au travers du bastion. D'avoir en fait déjà un premier niveau pour renforcer ce que le bastion fait déjà et pour pouvoir aussi faciliter la suite, après le bastion, je dirais. Bonjour, moi j'ai une petite question sur la démarche projet en fait. Combien de temps ça vous a pris de passer de l'ancien bastion au nouveau bastion? Ça, c'est la première question que j'avais. Et la deuxième question, c'était par rapport à votre stratégie multi-bastion.
pourquoi cette stratégie-là? Parce qu'il y a plusieurs SI séparés ou pourquoi tendre vers cette stratégie multibastion, en sachant que ça peut engendrer des coûts de run plus importants? Stratégie multibastion. D'abord, il y a la doctrine de sécurité qui dit qu'on ne met pas des gens avec un même niveau de sécurité, avec un niveau de sécurité différent sur les mêmes équipements de sécurité, normalement. Donc le fait d'avoir plusieurs bastions nous permet de segmenter, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport aux accès administrateurs système et aux accès éditeurs qui sont évidemment pas d'un même niveau de criticité. Ce sont tous des comptes à privilèges, mais il y a des comptes à privilèges locaux et des comptes à privilèges extrêmement larges, parfois sur de l'administration de serveurs de virtualisation, de contrôleurs d'Active Directory, etc. Donc ça nous permet de rester dans cette doctrine. Et paradoxalement, ça n'augmente pas la MCO. Ça a plutôt tendance à la baisser. Parce que, comme c'est devenu un standard, on a plus de demandes, de nouvelles demandes sur des use cases qu'on n'avait pas vus auparavant. Et on nous dit, est-ce qu'on ne pourrait pas passer par un bastion? C'est pratique. On n'a pas besoin de poste sécurisé, on prend n'importe quel poste, on se connecte, et il y a quand même un sas de sécurité qui permet d'assainir les choses. Et on a quand même beaucoup de gens qui se connectent sur notre SI sans avoir de poste, y compris des médecins. Il y a des médecins qui travaillent à l'extérieur et qui ont besoin d'accéder à notre système d'information. Ces gens-là, ils n'ont pas des postes de travail qui sont garantis par nous. Donc, on peut déléguer, on peut déterminer comment le bastion va fonctionner, déterminer les ressources, les groupes d'accès, etc. Et par contre, l'administration, la création des comptes, le fait de mettre les utilisateurs dans les groupes, on peut le laisser un tiers. Par exemple, à une équipe métier ou à une équipe de recherche quand il s'agit du serveur, enfin du système d'information de la recherche clinique. Et le fait d'avoir des équipements bastion différents nous permet d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure finesse dans la façon dont on va répartir les choses et dans la façon dont on va pouvoir faire nos workflows métiers, nos processus d'habilitation interne en fait. Il y avait une autre question, j'ai pas de mémoire donc j'ai oublié. Sur la phase projet, en fait, combien de temps ça vous a pris de passer de l'un à l'autre? C'est assez important suivant les use cases. La première phase, migration, ça a pris à peu près 2 mois. Le fait d'intégrer la première phase de déploiement, de remplacement des accès VPN vers le bastion, ça nous a pris 3 mois. Et ensuite, maintenant, quand il y a un accès VPN qui n'est plus valable parce que le certificat tombe, eh ben, ils n'ont plus le choix, ils doivent passer par le bastion, sauf dérogation spécifique du RSSI. S'il vous plaît, juste vous présenter. S'il vous plaît, bien sûr. Alors, Frédéric Blazen, moi je travaille pour le groupe Crédit Mutuel Arkea. D'accord. Il nous reste qu'un peu de temps. Bon. On est un peu dépassé. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci Mehdi. Avec plaisir. Et juste avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on souhaite tous un joyeux anniversaire à Mehdi. Et ce n'est pas une blague. N'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi au cocktail Walix tout à l'heure. Il n'y a pas de cookies, mais à 17h, il n'y aura pas des cookies, mais il y aura à boire. Merci à tous.